Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous proposent Garder une trace avec Mathias Ovald, Maxence Marchand et Bruno Pellegrino, animé par Jacques Poget et enregistré le dimanche 3 septembre 2023 au Casino de Morges. Bonjour mesdames et messieurs. On va parler de traces aujourd'hui avec 3 jeunes auteurs romans. C'est impressionnant d'être dans le casino pour cette rencontre. Je commence par ordre alphabétique par Mathias Ovald, né à Lausanne, travaillait comme enseignant d'anglais au gymnase à Lausanne, c'est ce que dit Wikipédia, parce qu'on ne s'est pas rencontrés, donc je n'ai pas pris mes renseignements de première main. Travaillant sur la notion d'écrivain public, il fait partie du collectif Caractère Mobile. Vous nous direz ce que c'est ? Oui. Et anime régulièrement des ateliers d'écriture. Donc vous écrivez assez bien pour enseigner aux autres. Est-ce que c'est une question ? Oui. Ouais. Je pense que maintenant je sais non pas forcément comment écrire, mais comment essayer peut-être de trouver la place pour la donner aux autres. Ça, c'est une bonne définition de l'atelier d'écriture. Parce que ce n'est pas un enseignement comment écrire. Non, effectivement. Dès que ça devient normatif ou prescriptif, pour moi, ça devient horrible. Et je n'y trouve aucun plaisir. Pour moi, un atelier d'écriture ou toutes les rencontres qu'on peut mener, ça doit permettre de faire émerger des voix, de faire émerger peut-être un rapport à l'écriture, mais la prescription, la norme, je pense que c'est pas le rôle peut-être aux écrivains, aux personnes qui écrivent de l'imposer. C'est le rôle de l'enseignant et vous ne l'êtes plus. C'est peut-être pour ça que je ne le suis plus, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mis sur Wikipédia, mais... Non, ouais. Non, c'était ma supposition personnelle. Une bonne supposition. Merci. En 2018, vous publiez votre premier roman « Hérité du silence » aux éditions d'Autre part. C'est l'histoire en relation avec votre père. En 2019, vous remportez le prix du public de la RTS pour Hérité du silence, et c'était ici même. Donc vous avez de bons souvenirs à Morges. Très bons souvenirs, oui. La même année, Caractère Mobile publie votre premier livre intitulé « Au village », et vous gagnez une résidence à la Cité des Arts de Paris, puis une bourse à l'Institut Suisse de Rome, et encore une résidence au Château de Lavigny. Vous êtes un résident perpétuel. Mais je ne suis pas le seul sur ce plateau. Non, mais parce qu'on est bien, je pense que tu serais d'accord, on est très très bien dans ces résidences. Et en particulier parce qu'on est accueilli par des personnes formidables. J'ai encore croisé Sophie du Château de Lavigny, qui est vraiment une hôtesse hors pair. Et vraiment, c'est des conditions idéales en fait, pour travailler, quoi. Vous êtes déjà en route pour Montrichet ? Alors, j'y suis déjà allé, en fait. Ouais. Mais c'est une collection. Oui, mais c'est un peu ridicule. Mais oui, peut-être j'y retournerai avec plaisir. En tout cas, ouais. Maxence Marchand, né en France, on va dire, à Châtel, donc c'est tout près d'ici. Mm-hmm. Vous habitez et travaillez à Lausanne. Qu'est-ce que vous faites à Lausanne ? Alors, en fait, à Puy. Pour être précis. Appuyé. Mais les dernières années à Lausanne, c'est ce qui est marqué dessus sur le livre. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai travaillé pendant longtemps à Payot-Lausanne en tant que libraire. Et puis, depuis 2 ans, j'ai commencé des études sur le tard, à 30 ans, un bachelor de philosophie et d'anglais. Du coup, je bénéficie d'une bourse. Mais pas encore de résidence. Non, pas encore de résidence, mais c'est la résidence permanente pour moi. La bourse à l'université ? Ouais. L'UNIL comme résidence permanente. Voilà. Sauf, ça mériterait un texte un jour. Vous avez publié 2 récits, Narcisse évanoui et Minuit blanc. Minuit blanc, c'est une rupture amoureuse, donc on est déjà dans l'idée de trace qui doit nous occuper aujourd'hui. C'est juste ? Tout à fait, ouais. C'est quelque chose qui vous préoccupe, la trace ? Ouais, ou plus exactement le fait de tracer, plus que la trace elle-même. Mes 2 premiers récits, je pense qu'ils parlent de justement cet acte de laisser une trace, mais pas forcément dans une logique de vouloir la conserver, etc. C'est vraiment le geste et le sens que le geste donne à la vie que j'essaie de regarder. Alors on va en parler avec Timidité des cimes. Ouais. Et Bruno Pellegrino, sur votre site internet, non, sur
fiche Wikipédia. C'est marqué enfance à Polyépithète. J'en coupe beaucoup. Lettres, parce que c'est très détaillé. Lettres et sciences politiques à Lausanne, Evansville, États-Unis, Berlin et Venise. Vous avez étudié les lettres et les sciences politiques à Lausanne, Evansville, Berlin et Venise? Non. Oui, tout ça? Ça s'invente pas, non? Oui, c'est ça. Pour être précis, l'allemand et les sciences politiques aux États-Unis, ce qui a du sens, non? L'allemand et les sciences politiques aux États-Unis. Et la littérature française en Italie et en Allemagne, voilà. C'est ça. Et à Lausanne? Je me suis reposé entre 2 séjours. Alors, il faut signaler qu'à Lausanne, Bruno Pellegrino a écrit une thèse de master sur Bertil Galland, éditeur, qui est un chef-d'œuvre. C'est ce que j'ai lu de mieux sur Bertil Galland. Votre premier livre, Comme Atlas, paraît en 2015. Vous publiez de nombreux textes dans des revues, ouvrages collectifs, notamment avec le collectif Ajar, et un livre à combien? 17 mains, non, 34? À peu près, ouais. Qui s'appelle Vivre auprès des tilleuls. Ça date de 2016, c'est publié en France. Et puis, vous êtes aussi le spécialiste de l'écriture collective avec Aude Seigne et Daniel Vata pour, au fond, deux séries. Stand-by, il y en a combien? 4? En fait, Stand-by, c'était il y a combien de fascicules? Un feuilleton littéraire en 2 saisons. Il n'y a que 2 saisons? J'ai l'impression d'avoir lu plus, c'est drôle. Oui, parce que la première saison a été publiée en épisodes. Donc en fait, il y a plus de livres, mais globalement, il y a 2 saisons. Et puis Terre des Fins, qu'est-ce que c'est? Terre des Fins, c'est un roman, pour le coup, un roman de gare. C'était ça un peu le donc genre. Après la série, on fait le roman de gare. Ouais, exactement. C'est essayer de prendre une autre forme peu littéraire ou peu estimée en littérature, et puis d'en faire un objet, un texte, là aussi collectif. Mais Terre des Fins, c'est un seul livre qui se tient, c'est pas une série. C'est pas un feuilleton, oui. En 2018, vous avez reçu une avalanche de prix pour Là-bas, août est un mois d'automne. De quoi est-ce qu'il est question déjà? Il est question d'un frère et d'une sœur qui vieillissent ensemble dans une grande maison à la campagne. Et on les nomme pas? Si, le frère, il s'agit de Gustave Roux, le poète et photographe vaudois, et donc sa sœur Madeleine. Voilà. Et j'ai décidé d'essayer de restituer quelque chose de 10 ans de leur vie commune, quand ils ont les deux déjà la soixantaine bien tassée, dans cette maison qui vieillit avec eux, avec elle, avec lui, et puis dans leurs gestes les plus quotidiens. Donc Gustave qui essaie d'écrire, qui se promène, qui regarde les garçons, qui les photographie, et Madeleine qui tient la maison, qui tient son frère aussi, à bout de bras parfois. Et j'ai essayé vraiment je me suis laissé intriguer et fasciné par cette vie commune de ces 2 personnages qui m'ont pas vraiment quitté depuis. Ils sont toujours là? En fait, oui. Ils sont même dans Tortue. Oui, bien sûr, oui. Mais je pensais que c'était... Enfin, on en parlera tout à l'heure à propos de Tortue. Dans la ville provisoire, c'est une trace préalable à Tortue. C'est en fait un travail parallèle. C'est-à-dire que j'ai toujours plusieurs projets en parallèle. C'est en fait une sorte de constante depuis que j'écris. Et pour écrire Dans la ville provisoire, qui est mon 3e livre, qui est une fiction, et je voulais que ce soit un roman pour un tas de raisons, mais en fait il a fallu que je retire de la matière que j'avais énormément de matière autobiographique, de matière littéraire, et une partie de cette matière n'avait pas sa place dans le roman, donc dans la ville provisoire, donc j'ai retiré tout ça, et ça a trouvé sa place sous une autre forme, cette fois-ci beaucoup plus autobiographique, dans certains des textes de Tortue. Donc c'est vraiment 2 projets qui se sont construits un peu dos à dos ou côte à côte. Alors on parlera du thème qui est le vôtre dans une ville provisoire, puisqu'on le retrouve très précisément dans une partie de Tortue qui touche de près la vie littéraire romande. Oui. Oui. Alors, le mot-clé, c'est Anne Cuneo, juste pour que vous compreniez, parce que si vous n'avez pas lu le livre, on va y venir. 2015, c'est Comme Atlas, c'est votre premier. Électrocuter une éléphante, c'était assez drôle et méchant. Oui, ça c'était une nouvelle qui est apparue chez Paulette Éditrice, où je retraçais la vie réelle d'une éléphante
capturé en Asie du Sud-Est à la fin du 19e siècle et exécuté à Coney Island en 1903. Voilà. On va passer rapidement sur le reste et donc sur la dizaine de prix que vous avez reçus. Qu'est-ce que ça fait de recevoir autant de prix à un âge quand même relativement jeune? Ça a été... Donc c'était pour ce roman sur Gustave et Madeleine Roux, et ça a été, pour être tout à fait honnête, une surprise, parce que c'est un livre que j'ai écrit en me demandant un peu ce que je fabriquais avec cette histoire qui avait apparemment rien de très contemporain, qui avait rien pour séduire un public. Et en fait, ce qui m'a surtout, enfin, une des choses qui m'ont touché dans ces prix, c'est qu'ils émanaient d'instances différentes. Il y a eu des prix de libraires, des prix de public, des prix de jury, de gens vraiment du milieu littéraire. Donc en fait, vu que mon idée en écrivant ce texte, c'était de désacraliser un peu, mais pour moi-même avant tout, mais désacraliser la poésie, la figure du poète, qui me semblait toujours être des choses hors de portée. Et en fait, de voir que ce livre-là a pu toucher des publics si divers, ça m'a vraiment ému, en fait, très souvent, et même encore aujourd'hui. Alors, on va attaquer le thème de cette conversation, la trace, avec Cousu pour toi. Expliquez-nous un peu quelle est la manière dont vous tracez le passé et le retracer et en garder la mémoire sous une forme littéraire, mais d'abord textile. Ouais, c'est ça. C'est une forme littéraire et textile à la fois. Et pour l'histoire, c'est que j'ai rencontré des panneaux de tissu qui s'appellent en français le patchwork des noms ou le AIDS patchwork des noms ou le AIDS Memorial Quilt en anglais, qui en fait sont des rectangles de tissu de 90 cm sur 180 qui étaient cousus, qui étaient brodés par les familles, par les amis des victimes du sida. Donc c'est une pratique qui a commencé dans les années 80, qui a perduré encore dans les années 90. Encore aujourd'hui, il est possible de créer son panneau. Et les personnes se retrouvaient dans des ateliers patchwork et évoquaient la mémoire de la personne disparue tout en prolongeant en fait cette évocation par le geste et puis par la création, par l'art. Et ça donne des panneaux sublimes qui ensuite étaient noués, cousus entre eux par 8, et ils étaient déployés lors de cérémonies publiques, et les noms des personnes étaient lus. Et évidemment que c'est une matière d'une émotion assez pure, que j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver, et je me souviens en fait déjà de ce rituel. Mon narrateur, qui a 15 ans au début du roman, rencontre en fait ces panneaux, et la personne que je suis devenue est retournée sur la trace de ces panneaux, de ces patchworks magnifiques. Et puis le livre, c'est une tentative à la fois peut-être, j'espère, de rendre hommage aux personnes disparues et à cette pratique, et aussi de retrouver peut-être un peu de cette matière, de cette texture qui liait les personnes, parce qu'on avait ces ateliers patchwork en Suisse, à Zurich, à Lausanne, et pour moi c'était aussi en fait une certaine image de la Suisse assez solitaire, de familles qui se retrouvaient, des amis qui recomposaient des familles autour des personnes disparues. Parce qu'il y a aussi bien les parents que les frères et sœurs, les amants et amantes des décédés, et toute cette... vous racontez ces veillées actives avec beaucoup d'émotion. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes très touché, personnellement. Ou est-ce que c'est seulement votre narrateur? Je pense que c'est lui et moi. C'est pas toujours très clair où l'un commence et l'autre s'arrête. Mais oui, en fait, l'émotion, elle est là à chaque fois. Il m'arrive de les montrer, ces patchworks. Je ne sais pas si on en parlera plus tard. Et en fait, si aujourd'hui j'avais un de ces patchworks avec moi, je pense que l'émotion, on la partagerait toutes et tous ensemble. Et effectivement, oui, je sais pas, il reste quelque chose de cette émotion qui est transmise, qui est là. Il n'y a rien à faire, en fait. C'est trop beau. Est-ce que vous êtes lu parmi? Alors j'ai commencé celui de Bruno ce week-end, je ne l'ai pas encore fini, et j'ai feuilleté celui de Mathias à ma table. Est-ce que vous l'avez feuilleté assez pour avoir un avis? Non. Bruno? Alors j'ai commencé celui de Maxence, mais
Voilà, désolé, j'ai pas du Et tout eu le temps d'avancer. Par contre, Cousu pour toi, j'en ai même lu une version manuscrite quand j'étais. Manuscrite. Voilà, il y a quelques années, 2 ans, je pense. Ouais. Voilà. Donc oui, Cousu pour toi, je le connais bien. Est-ce que vous avez vu le film d'Antoine Bordier pour l'émission Viva à la télévision il y a 25 ans, je pense, un peu plus. 44. Ouais. Ouais. Non, je l'ai vu Alors, que dans le roman. Alors, dans la réalité, on peut le podcaster et c'est magnifique. Voilà. Il est toujours très beau, hein, Oui, c'est vrai. oui. Non, donc c'est aussi la médiation de la télévision était aussi importante en fait pour moi parce que je pense qu'à l'époque de cette découverte de la sexualité, il n'y avait pas forcément tellement de répondants adultes. Et, parce que votre narrateur a 15 ans, il a 15 on est en ouais. quelle année? 94. Vous aviez quel âge en 94? 15 ans. J'ai 44 ans aujourd'hui. Ouais. Donc le côté autobiographique est assez clair, notamment parce que c'est en 2 parties. Et dans la première partie, on a beaucoup de souvenirs de votre période de gymnasien. Oui, c'est ça. Et ça sonne très vrai. Donc c'est une trace de votre passé, pour rester sur le thème de la trace. C'est absolument une trace de mon passé. C'est peut-être une fausse trace par moment de mon passé. Alors ça, c'est votre liberté d'écrivain, oui. Ça, mais enfin voilà, c'est ce qu'il reste en fait. Et ce qui reste, je reviens un peu toujours à la même chose, mais je pense que ce qui reste, c'est les affects, c'est les émotions, c'est ce qui a été traversé, ce qui n'a pas été vécu, enfin toutes ces choses-là, qui je pense réémergent très facilement au moment, ou très durement parfois aussi, au moment de l'écriture. Alors Bruno, vous l'avez lu, est-ce que la partie... Mathias parle d'affect, mais moi j'ai trouvé aussi beaucoup d'idées, parce qu'il parle de romanciers, il parle de personnages de la vie littéraire française, de l'époque et actuelle. Est-ce que ça vous a intrigué, cette manière d'évoquer pas seulement des événements vécus par le narrateur, mais toute une constellation intellectuelle de l'époque et d'aujourd'hui? En fait, c'est un livre qui fonctionne comme son sujet, qui fonctionne en patchwork. Et donc, il y a on a des scènes très fortes dans la première partie, justement, du narrateur adolescent, entre ses 15 et peut-être 18 ans, je ne sais plus exactement. Et puis, on a une deuxième partie du roman qui est plus actuelle, enfin, qui date de 2019, je crois, où, effectivement, ce narrateur cherche à, comment dire, soit à restituer, soit à retrouver cette histoire. Enfin, je parle pour toi, mais c'est ma lecture de ce texte. Et du coup, passe par effectivement ce que d'autres ont pu écrire sur le sujet, parce que, enfin, comme toutes les histoires, mais l'histoire du VIH/SIDA, c'est une histoire collective, très très fortement. Il y a, je crois qu'elle est finie, mais il y avait une exposition au Palais de Tokyo tout récemment qui montrait extrêmement bien cet aspect-là. C'est quelque chose plus que jamais où le collectif a permis de surmonter cette crise horrible. Et donc effectivement, enfin surmonter, j'en sais rien d'ailleurs, mais en tout cas de la traverser d'une manière ou d'une autre. Et donc dans ce roman, ça rend justice, il me semble, à toutes ces voix qui se sont élevées, qui ont essayé d'exprimer quelque chose. Et en fait, oui, c'est marrant, mais dès que j'en parle, je suis aussi très ému. C'est vraiment quelque chose de très directement tribal. Donc oui, il y a de l'intellect, il y a de la pensée, il y a de la réflexion, il y a des noms, mais c'est pas du name dropping, c'est quelque chose qui vient chercher l'émotion. Alors je suggérais pas que c'était du name dropping. Non, je sais, mais je le dis juste pas qu'il y ait de malentendus. Alors on va en parler de timidité des cimes. Alors on est dans un monde assez différent. Ouais. Quand se situe-t-il? Quand ou comment? Quand? Alors, j'ai pas vraiment réfléchi. Je pense qu'on peut dire dans un futur proche, parce qu'il y a des choses qui ressemblent à notre monde. Par exemple, on y trouve un parc, qui est un des décors central du livre. Mais je dirais, du coup, je sais pas, dans 30 ans. Dans 30 ans? Ouais. On peut se réjouir. Ouais. Alors, expliquez-nous un tout petit peu de quoi il est question. Alors, dans ce parc, il est question... alors, il ne faut pas trop divulgacher, mais il faut quand même situer, parce que ça, on va parler dans le vide. Il est question d'une tranche de la vie de 2 personnes. Une jeune femme qui s'appelle Louisa et qui est en fait une migrante. Sauf que c'est dans un monde où on ne migre pas d'un territoire à un autre, donc géographiquement, mais temporellement, d'un temps vers l'autre. Et elle vient du passé et elle arrive dans le futur.
Et puis, elle va rencontrer dans un parc, en fait, sans le savoir, un homme qui, lui, est passeur et fait passer des gens dans ces temporalités différentes. Et du coup, on va suivre ces deux personnages-là. Ce qui m'a intrigué, c'est qu'on passe du passé au futur, il n'y a pas de présent, mais le futur est présent. Ouais, tout à fait. En fait, le futur n'existe pas vraiment encore, le passé non plus, et le présent est le seul à exister, réellement. Donc c'est une bonne remarque. Ouais. Mais vous dites on est dans le futur. Ouais, en fait je dis on est dans l'avenir, pour être dans précis. L'avenir, c'est juste. Ouais. C'est juste, oui. Oui, alors... Donc le présent c'est l'avenir. Ouais. Et il ne fait pas très plaisir. Alors ça dépend. Il ne fait pas très plaisir à Louisa parce qu'elle ne sait pas encore quel est son présent et du coup quel est son avenir. Et parce qu'en fait, elle a plus de souvenirs de son passé, elle ne sait pas qui elle est et où elle va du coup. Et du coup, pour elle, c'est pas très plaisant, non. Mais en même temps, dans cette rencontre avec cet homme, il y a quelque chose de hyper fort qui va se passer pour elle. Et justement, les affects, on voit que là, il y a peut-être plus de traces pour elle du tout de sa vie passée, mais en tout cas, son cœur vit encore. Du coup, il y a du bon quand même. Donc, je crois que c'est dans la 4e de couverture. Et si l'herbe était plus verte ailleurs, est-ce qu'elle est plus verte dans l'avenir ? Elle pourrait être plus verte dans l'avenir, mais j'en doute. Donc, vous tenez à cette ambiguïté ? Ouais, tout à fait. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que en fait, je voulais parler des phénomènes migratoires et je voulais pas être tributaire en fait peut-être d'une politique d'un pays ou d'une situation réelle. Avec des débats peut-être clivants, ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Et c'est pour ça en fait que j'ai eu l'idée de le faire passer dans le futur parce que ça me donnait beaucoup plus de liberté et puis je pouvais jouer avec les codes en fait du style littéraire, de science-fictionnel. Et puis j'ai bien aimé en fait cette étrangeté et cette inquiétude qu'on peut mettre dans le texte ainsi. Cette inquiétude, vous avez dit ? Ouais. Elle vous habite ? Sûrement, ouais. En fait, c'est un texte que j'ai pas beaucoup réfléchi parce que j'avais travaillé à un autre texte pendant beaucoup d'années que j'ai avorté. Et puis, j'ai décidé d'arrêter d'écrire comme ça m'arrive souvent. Et du coup, je n'ai plus écrit pendant 6 mois. Et à un moment donné, j'ai eu vraiment l'envie qu'à recommencer. Et je me suis mis à écrire au crayon de papier dans un petit cahier. Et puis, je l'écris très vite. Mais du coup, est-ce que ça m'habite ? Pour répondre à cette question, oui. C'était vraiment quelque chose qui est sorti de moi sans réflexion. Du coup, c'est vraiment comme une plaque photosensible, je dirais. Et puis, ça s'est marqué dessus, quoi. Donc, c'est même pas que ça a été tracé, je dirais. C'est plutôt que ça s'est développé. Alors, je vais vous demander, si vous êtes d'accord, de nous lire un passage pour qu'on puisse se relier à ceux qui n'ont pas encore ouvert ce livre. Il faut signaler que c'est le premier, ex aequo, ils sont 2, c'est des jumeaux, le premier livre des nouvelles éditions La Veilleuse. Comment est-ce que vous avez obtenu d'être édité par cette nouvelle édition et d'être le premier ? Alors, c'est une histoire, j'imagine, d'amitié, on peut dire. C'est Florence qui a co-créé la maison d'édition avec Arthur Billeret. Est une des personnes qui, au fil des années, je l'ai connue il y a 4-5 ans, je crois, et au fil des années, tous les 6 mois, plus ou moins, elle me disait alors un petit message sur Facebook. Alors, qu'est-ce que tu écris quelque chose en ce moment ? Si oui, envoie-moi, on regarde, etc. Alors qu'on n'avait pas de contrat là-dessus, quoi. Mais et du coup, c'est né comme ça. Je l'avais écrit et puis après, je l'ai laissé dormir pendant quelques mois. Je savais pas trop ce que je voulais en faire. Puis on s'est croisés, on a bu un café. Il m'a dit t'as écrit quelque chose et j'ai dit ouais, j'ai un truc là, tu peux le lire. Et puis ça lui a beaucoup plu et ça coïncidait en fait avec le moment où ça faisait 2 ans qu'elle essayait de créer cette maison d'édition et c'est tombé pile poil au bon moment. C'est une belle histoire. Ouais, j'ai de la chance. On vous écoute. Au cours de la journée, sans vraiment savoir pourquoi, elle s'était mentalement mise à s'adresser à lui. Une foule de mots incomplets, flous, affluait et l'interpellait comme des regards passant par la fenêtre d'un train et la fixant à 100 km/h. Tous ces mots, ces sons et ces images, ces choses se parlaient entre eux. Quelle réalité avaient ces dialogues intérieurs qui n'avaient réellement de début ni de fin, dont toutes les répliques étaient écrites de la même main et qui pourtant semblaient présentes dans sa tête dans toute leur altérité.
Si on lui ordonnait tout à coup d'ouvrir la bouche et de parler, de faire passer dans ses cordes vocales la dernière phrase qui avait été lue dans sa tête, et à condition que cela lui soit possible, de simplement réciter cela, cette phrase aurait-elle encore un sens à l'extérieur de ses pensées, dans sa gorge, sa bouche, dans l'air? Ou est-ce que cela sortirait d'elle comme dans une autre langue, une langue venue d'un autre monde, d'une réalité aux couleurs inconnues? Elle se demanda si les autres eux aussi étaient peuplés de la sorte, et si c'était le cas, s'il était possible de faire communiquer ces mondes intérieurs qui parlaient différentes langues et vivaient dans des paysages variés. Peut-être qu'à l'intérieur d'une personne, les parois étaient tapissées d'un désert, de sable et d'étoiles, qu'il y avait un décor pour le jour et un décor pour la nuit, et qu'à l'intérieur d'une autre, c'était l'océan qui tapissait les murs. On parlait peut-être dans ce monde avec le bruit du vent, des tempêtes, de la pluie et des orages. Il y avait des forêts tropicales et des étendues d'eau, des fleuves qui s'écoulent et des bruits de sabots. Voilà, un petit extrait. Merci. Qu'est-ce que ça vous évoque, Bruno, Mathias? Je ne sais pas si vous avez envie d'exprimer. Ah, vous ne connaissez pas ce texte? Ben non, quand on l'entend comme ça. C'est la première fois que je le découvre. Oui. Effectivement, ça m'a donné envie de le lire. Et moi, ce que j'entends, c'est vraiment le langage du corps, le passage vraiment par l'organe de la voix. Et puis, ouais, c'est la première réaction, c'est une réaction physique. En fait. Ouais, je crois que c'est ça. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est au moment où la trace se produit ce qui m'intéresse. C'est en fait ce sentiment que ça donne, le sens que ça fait émerger, en fait, quand l'idée passe par la bouche dans l'air et qu'elle peut arriver au tympan de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est de la physique, en fait, mais voilà. Et moi, ce que j'ai pas dit, c'est que donc j'ai seulement commencé Timidité d'estime, mais j'avais lu les 2 précédents livres de Maxence. Et je pense qu'évidemment, tu vas ailleurs et tu fais autre chose. Mais ce qui m'avait frappé dans ces 2 premiers livres, c'est la construction, en fait, surtout le premier, qui fonctionnait, il me semble, par presque association. Vous nous rappelez le premier? Narcisse évanoui, qui était chez Elie Hélas. Je fais vraiment bon bref. Et du coup, c'était vraiment un livre très, je me rappelle, qui avançait comme ça, comme un flux. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression que c'était un très court passage, mais qu'il y a quand même de ça, quelque chose qui coule. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ce qui m'a vraiment passionné dans celui-ci, c'est d'essayer de faire un truc de SF. En gros, il y a des robots dedans, quoi, pour rien vous cacher. Mais avec justement une écriture que je rencontre pas souvent dans ce genre de littérature, quoi. Et justement, voilà. Dans notre avenir, la nature va jouer un grand rôle, comme dans votre livre? Forcément, je pense, ouais. Ouais, forcément. Timidité des cimes, c'est une drôle d'expression. Ouais, c'était une expression que j'avais lue, je pense, sur Internet. Des fois, je passe du temps à regarder des fiches Wikipédia et à apprendre des trucs comme ça. Et puis, je trouvais hyper beau. Ou alors, je sais pas, c'était une émission sur Arte, comme on aime bien en regarder sur les arbres. Et c'est un phénomène en fait biologique qui. Et puis j'avais un souvenir en fait à Rome. Dans un parc, et je m'étais allongé, c'était magnifique, c'était un été, et j'avais vraiment vu des pins parasols et qui faisaient ça. En gros, c'est quand à leur cime, ils stoppent en fait leur croissance pour ne pas se toucher les uns les autres, pour laisser passer en fait des raies de lumière pour plein de choses, mais pour la végétation qui est au sol, etc. Et en fait, j'ai toujours trouvé que esthétiquement c'était très beau l'image, et puis en plus, du coup, le nom aussi est très beau. Et puis, quand je pensais à des frontières et puis à des choses sur la migration que j'avais lues, je voyais en fait comme des frontières à l'envers quand je regardais ce phénomène-là, parce que du coup, il y avait du bleu, c'était comme un fleuve quoi qui passe, alors que c'est le ciel. Du coup, c'est voilà. Alors, moi, j'ai trouvé votre titre très très intriguant. Et puis, j'ai compris, évidemment, en lisant le livre, pourquoi. Et j'étais intrigué par votre rapport à la nature, votre rapport personnel. Alors, je dirais que je suis pas un... Voilà, il y a des fois des gens qui passent là devant le stand et puis ils me demandent si c'est sur la montagne. Et je dis non, pas vraiment. Enfin, j'aime beaucoup la nature. Je viens d'un endroit, en fait, à Châtel, comme on en parlait avant, une maison qui était vraiment très isolée au milieu de champs et de la forêt. Donc, je dirais que j'ai jamais interrogé ce rapport à la nature parce qu'il me semble évident,
Par exemple, j'ai une sœur jumelle et c'est marrant, il y a plein de gens qui me demandent ah, et puis ça fait quoi d'être jumeau? Et en fait, j'y ai jamais pensé non plus parce que c'est très évident. Du coup, ce rapport à la nature, sur moi, il est un peu comme ça. Et puis surtout, ça fait maintenant 20 ans que je vis en ville. Et du coup, j'ai plutôt un rapport au parc. Mais j'aime beaucoup les arbres, je sais pas, je peux faire des hugs à des arbres assez volontiers. C'est pour ça que le parc est si important, c'est un personnage de votre livre. Tout à fait, et en fait, j'ai remarqué que j'en ai mis dans tous mes livres, quoi. J'en mets partout des parcs. Du coup, ça doit être important, mais je réfléchis pas beaucoup à ce que je mets dans les livres, c'est plus par la suite, ensuite que j'y pense. Donc vous êtes spontané et vous n'avez pas une vision d'avance de la trace que vous allez tracer. Non, je me fais mener par le moment, justement. Et du coup, c'est marrant, hein, parce qu'avec le présent et l'avenir, oui, ça se... Bruno Pellegrino, Tortue. Pourquoi Tortue? C'est un titre qui est venu assez tard dans le projet, mais le projet lui-même a mis longtemps à devenir un projet de livre. C'est des textes, comme je le disais un peu tout à l'heure, qui sont venus un peu comme... c'était comme une manière de mettre quelque part ce qui ne trouvait pas sa place ailleurs, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est-à-dire que j'écrivais des romans, de la fiction. Et quand vous l'avez dit comme ça donne un peu une impression de recyclage, alors, ce qui n'est absolument pas le cas pour le lecteur. Non, mais en fait, bon, déjà le recyclage, c'est pas si mal pour la planète. Non, mais au point de vue littéraire, pour les bouteilles, d'accord, mais les littéraires... C'est pas cette impression que je voulais donner, c'est plutôt que j'ai essayé, je devrais commencer par l'autre bout, j'ai essayé pendant 3 livres de faire de la fiction à différents degrés, en déplaçant le curseur et en prenant des perspectives différentes. Voilà, bref, j'ai essayé de trouver des formes à chaque fois singulières pour ce que j'avais envie de raconter, mais j'étais toujours figé dans l'idée qu'il fallait faire de la fiction, que je voulais pas qu'on puisse penser que le narrateur c'était moi, etc. Enfin, je m'empêtrais dans ces questions qui, pour être honnête, m'intéressent même pas. Et pendant que j'écrivais ces textes, forcément, justement, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui rentraient pas puisque j'essayais de faire des romans et qu'en fait certaines scènes ou certaines émotions, certaines sensations, en fait, s'étiolaient complètement quand j'essayais d'en faire de la fiction. Donc je gardais ça dans un petit tiroir, on pourrait dire, un tiroir mental ou un tiroir Word. Et à un moment donné, c'est pas du tout du recyclage, c'est que j'ai assumé après 3 livres que bon. En fait, je pouvais aussi essayer de faire cette chose-là, de l'autobiographie, d'y aller à fond et de faire tout, c'est-à-dire d'assumer entièrement. Il y a même un des textes dans lequel quelqu'un m'appelle par mon nom. Donc j'ai vraiment mis, c'était un geste extrêmement bizarre de mettre mon propre nom dans un texte de moi, enfin vous voyez un peu le truc. Et c'est pas du tout un ego trip, c'était une manière de dire ok, cette fois-ci, j'essaye autre chose, j'essaye une autre voie, j'assume, j'ose et j'arrête de tourner autour du pot. Donc c'est le contraire du recyclage en fait. Je pense que ce livre, il a un statut assez particulier parce que justement c'est pas un roman, mais c'est quand même un objet qui existe à un moment donné et dans lequel j'ai voulu mettre en quelque sorte ce qui, à un moment donné de ma vie, était essentiel pour moi. Et je parle déjà au passé parce qu'en réalité, le livre a paru en février et le temps passe. Et sans doute que si je refaisais Tortue aujourd'hui, il s'appellerait Requin et il y aurait autre chose dedans. Donc vraiment, c'est une sorte de... Voilà, à un instant T de ma vie, c'est ça que je voulais mettre à l'abri. Voilà. Alors, ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est vous venez de parler de tiroir, et il y a un tiroir qui a joué un grand rôle dans votre vie très jeune. Oui, c'est ça. En fait, c'est le texte qui a lancé tout le processus. C'est un souvenir d'enfance vraiment très ancien et dont je me suis toujours dit que j'allais l'écrire un jour. Donc c'est moi, enfant, le dimanche. Il me semble que c'était toujours le dimanche matin. Mes parents dormaient. Moi, j'ai toujours été très lève-tôt. Et donc, voilà, je me revois enfant, je me réveille et je vide tous les tiroirs de mon petit bureau d'enfant, je vide ma commode, je vide mon armoire et je fais une grande pile et je trie chaque objet un à un. C'était vraiment du Marie Kondo avant l'heure et avec beaucoup d'angoisse. J'avais pas d'outils, donc c'était vraiment une sorte de démarche assez angoissée. J'étais vraiment, je pense, un petit garçon assez angoissé. Et donc, une fois ce tri fait, j'avais toujours un des tiroirs du bureau, celui tout en bas, dans lequel je mettais les choses
mais vraiment absolument essentiel. Donc il y avait un coffret en bois, que j'ai d'ailleurs toujours, il y avait un album photo, il y avait, après le contenu du tiroir changeait un peu, mais c'était l'essentiel absolu pour que la nuit où la maison brûlerait, parce que c'était une certitude que la maison brûlerait, je puisse descendre de mon petit lit à étage, prendre le tiroir et puis sauver l'essentiel. Et ce souvenir-là, à la fois je voulais le sauver lui en tant que souvenir parce que j'avais peur de le perdre, mais aussi évidemment il me semblait dire quelque chose de, en fait, ma démarche d'écriture de manière plus large, de pourquoi j'écris. En fait, j'écris, je pense, pour composer mon tiroir. Vous écrivez encore aujourd'hui pour composer votre tiroir? Oh, plus que jamais, en fait. Plus que jamais. Oui. C'est vraiment mon... Je pense vraiment pas que j'écrive, par exemple, même si je vais me contredire tout de suite, mais je pense pas écrire pour raconter des histoires, par exemple. C'est pas la pulsion première, comme plein de gens voilà, qui disent oui, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Moi, j'aime ça et j'aime cette dimension-là, j'aime qu'il y ait une tension narrative. J'aime, en tant que lecteur, j'adore qu'on me raconte une histoire. Donc j'ai envie qu'il y ait ça aussi et j'ai essayé de le faire dans Tortue, de créer une tension narrative, de créer des personnages, même si c'est autobiographique, qu'on puisse s'attacher, qu'il puisse y avoir de l'émotion, qu'il puisse y avoir du suspense. Je veux tout ça. Mais le socle de pourquoi j'ouvre mon ordinateur tous les matins et je me mets à écrire, c'est composer mon tiroir, c'est sauver ce que j'aimerais garder, ou plutôt ce que j'aimerais ne pas voir disparaître avec moi. Voilà, c'est sortir ça de ma tête et mettre ça à l'abri. C'est la pancine si vous avez lu Harry Potter. Voilà, je tente la référence. Excellent. Est-ce que vous allez nous lire un passage? Oui, volontiers. Le voilà. Oui, merci. J'ai choisi un passage d'un texte que j'avais par ailleurs pas vu venir. Donc c'est en écrivant que j'écris, voilà. Et tout à coup, je me suis souvenu d'un voyage en Turquie fait avec mes parents et ma sœur. Et je me suis surtout souvenu que je ne m'en rappelais pas, en fait. Je sais que c'est arrivé, je sais qu'on est parti en Turquie, on en a reparlé par la suite, mais vraiment impossible de tirer la moindre image. Il n'y a pas de photo dans votre tiroir? Alors, voilà, je vais vous lire ce passage. Ma sœur et moi possédions 2 albums, Vert olive pour elle, Bordeaux pour moi. De beaux livres reliés et vierges, avec du papier de soie entre les pages cartonnées, qui dormaient dans une armoire en attendant qu'on les remplisse. Ma mère avait commencé peu après ma naissance, elle avait choisi une disposition aérée et écrit les légendes à la main, mais elle n'avait pas continué. Seule ma petite enfance était documentée. Dès qu'arrivaient les lourdes enveloppes jaunes, nous nous jetions dessus pour découvrir les photos, déjà anciennes parfois. Beaucoup de temps pouvait s'écouler avant que les films soient envoyés au laboratoire. Les photos finissaient dans des sacs, et les sacs dans la pièce au fond du couloir où était entreposé tout ce dont on ne savait pas quoi faire. Chaque fois que j'en poussais la porte, je me disais que si la maison brûlait, on ne pourrait rien sauver. Un jour, vers le début de l'adolescence, j'ai dit à ma sœur « Allez, on fait les albums ». J'ai dicté les consignes. Ouvrir les sacs, vider chaque enveloppe, classer les photos dans l'ordre chronologique, sélectionner les meilleures et jeter les autres, les doublons, les ratés. À l'aide de ciseaux de cuisine, en nous appliquant pour découper droit, nous recadrions les images. Je disais à ma sœur de ne pas mettre trop de colle, que ça ne déborde pas. Elle se déconcentrait plus rapidement que moi. Elle avait quoi, 8, 9 ans? Je la grondais, j'étais un frère sévère. Quand, des mois plus tard, nous avons enfin rejoint le moment présent, nous nous sommes promis de traiter les nouvelles photos au fur et à mesure. Mais nous avancions dans les années 2000. Le numérique avait fait son entrée dans nos vies et les images gisaient désormais en vrac sur des disques durs, des CD gravés et des clés USB, dans la mémoire de téléphones déchargés. Nous n'avons pas continué les albums. Mes 2 livres Bordeaux sont là. Ils m'accompagnent à chaque déménagement. J'ouvre le premier, cherche l'année 1996, m'arrête sur octobre. Une page entière, sans autre légende que la date inscrite au sommet. Ma sœur et moi, en short et t-shirt sur un gazon. Derrière nous, des tables recouvertes de longues nappes blanches. J'ai partout le même sourire édenté. Je venais de fêter mes 8 ans. Il est peut-être normal que je ne me souvienne pas. Toujours est-il que de ces photos, si elles ont été prises en Turquie, ce dont je ne peux pas être certain, la Turquie est absente.
Il en existait sans doute d'autres. Nos parents, des paysages, Istanbul, ce marché que je revois vaguement. Je n'ai pas dû juger bon de les conserver. Je me suis focalisé sur ma sœur et moi, nos bouilles souriantes, supprimant sans état d'âme la Turquie autour. Merci. Donc on comprend en vous écoutant que ce n'est pas une autobiographie juste par besoin de garder les choses pour vous, c'est un travail littéraire extrêmement travaillé. Oui, oui, alors ça c'est certain que c'est avant tout de l'écriture, dans le sens où, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, c'est que le texte s'est construit en écrivant, et moi je suis pas très... En fait, je suis pas quelqu'un... J'ai l'impression de dire une énormité. Je suis pas quelqu'un de très intellectuel, au sens où ça passe beaucoup par les sensations et vraiment quand je parle de sensations, c'est aussi la sensation de la phrase, c'est sa musique, c'est comment elle passe dans le corps. Et du coup, c'est un texte qui s'est beaucoup écrit comme ça, en faisant remonter des sensations et en essayant de trouver la bonne phrase, le bon agencement de mots pour communiquer ça. Donc oui, c'est purement un travail littéraire et c'était pas du tout, d'ailleurs c'est ni chronologique ni exhaustif, c'était pas j'ai vu le jour, voilà, et mes parents étaient ça, et voilà. Et merci. De rien. Parce que oui, ça se lit, c'est bête, hein, mais comme un roman. Oui, bah c'est ça. Alors que ça n'est pas un... C'est ce que je disais tout à l'heure, et parce que c'est un vrai, alors là c'est pas un accident, c'est une vraie volonté de ma part de créer cette tension. Alors c'était lu de manière différente parce que le Figaro écrivait « L'écrivain suisse revient avec un désopilant recueil de nouvelles sur le thème de la mémoire et la RTS recueille des textes aussi concis qu'esthétiques. » Deux salles, deux ambiances. Mais comme quoi, voilà, un livre a autant de lectures que de lecteurs et lectrices. Donc moi, tout me va. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de plaisir parce que vous avez encore des belles découvertes à faire. Est-ce que vous nous lisez un passage de votre cousu pour toi? Oui, je vais vous lire un passage qui n'a pas été choisi par moi. C'est la page 84. Ah, page 84, oui, j'ai beaucoup aimé le style. Alors ça, mais c'est intéressant parce que je ne l'ai jamais lu. J'avais juste noté la phrase. Ouais, mais je lis une phrase. Non, la page. Non, c'est cette phrase parce que vous placez le paysage urbain et vous êtes à Montrion. C'est ça? C'est ça. Mon souvenir est juste. Ouais, c'est ça. À Montrion, vous regardez, vous décrivez, et j'ai trouvé dans cette page un souci un soin littéraire particulier, mais sans que ce soit gênant. Donc on ne sent pas le travail, on ne sent pas la sueur. J'ai trouvé très beau. Bon, merci. Alors on va voir si c'est le cas. On va écouter. Bon. Karma Coma, Jamaica and Roma. You sure you want to be with me? I've got nothing to give. Now take a walk, take a rest. Taste the rest. Karma Coma, Jamaica and Roma. Me murmurent les voix de Tricky et de 3D à travers la mousse des écouteurs de mon Discman. J'ai décidé de faire un détour par le parc et de monter sur la colline pour y finir mon paquet de clopes. Sous le néon d'un unique lampadaire, les ombres des bancs, disposés le long de la rambarde de l'esplanade, s'allongent vers la ville. Au nord, une coupole en béton répercute les sons de la nuit. Au sud, le panorama s'ouvre. De là, la ville dévale vers le lac gris-noir, le mur des montagnes de Savoie et le petit train immobile des réverbères du quai d'Évian. Je choisis le banc avec vue sur ma rue et sur mon immeuble. La fenêtre de la cuisine est illuminée. Les volets de ma chambre sont fermés, comme je les ai laissés ce matin. Dans le clip de Protection, on entre dans les appartements par les fenêtres de la façade. En Suisse, on ne voit jamais chez les gens. Les rideaux sont épais, les volets tirés dès que le soleil se couche. Mes parents ne seraient pas très heureux de me savoir ici. La nuit tombée, la colline devient un lieu de drague. Les chemins pour accéder au sommet sont mal éclairés. Il y a plein de recoins où des hommes peuvent s'étreindre dans les ténèbres. Je ne sais pas si dans l'esprit de mes parents et des gens du quartier, le lieu est mal famé parce que des hommes s'y rencontrent ou parce que l'un d'entre eux y a été sauvagement assassiné, il y a 2 ou 3 ans de cela, par un jeune facho. Merci. Si vous aviez choisi, vous, qu'est-ce que vous auriez lu?
Rétrospectivement, ce passage. Non, parce que j'ai vraiment eu du plaisir à le lire et c'était chouette, j'ai apprécié cette proposition. Je sais pas, le début, tout d'un coup, ça me donne envie un peu de chanter Massive Attack, ce truc. Et ça lance le rythme, en fait, ça va. Quand vous relisez, est-ce que vous retrouvez l'atmosphère de l'époque, vous réincorporez votre adolescence? Oui, quand je relis et quand j'écris, en fait, vraiment mon narrateur, comme peut-être tout bon adolescent qui se respecte, fumait, faisait plein de choses. Et au moment où j'ai réécrit ces scènes en particulier, j'avais vraiment une très forte envie de fumer, alors que j'ai arrêté il y a, je sais pas, 25 ans. Et je me suis acheté des clopes. Et bon, j'en ai fumé une par mois, donc ça va. Mais il y avait vraiment ce truc de vie du corps, en fait, de rappel de la trace, de cette trace nicotinée de ce que c'était. Mais ça revient, en fait. C'est plus fort que tout. En fait, ces chemins, je sais pas, ça doit être neurologique. Neuropsycho. Ce serait intéressant à creuser. Un autre thème, une chose qui m'a beaucoup touché dans votre livre, c'est votre relation avec Alexander. Oui. Vous pouvez en dire 2 mots? Oui. Alexander, c'est un des personnages qui apparaît dans ce documentaire dont vous parliez, Les Patchworks du Sida, qui a été diffusé sur la RTS en 1994. Rappelez le titre. Patchwork du Sida, l'adieu amoureux. Sur le site des archives RTS. Antoine Bordier. Antoine Bordier, magnifique, magnifique. Et dans ce reportage, et dans plusieurs reportages de l'époque, il y a une figure qui apparaît, qui s'appelle Alexander. C'est un homme très beau qui a cousu un patchwork pour son ami. On ne sait pas toute l'histoire. Et puis, il a écrit un poème. C'est à mon tour d'avoir une émotion. Voilà, c'est tout. C'est marrant, on était à une lecture canapé récemment, et de nouveau un moment d'émotion, je ne sais jamais quand ça vient, enfin bon, c'était maintenant. Voilà, donc maintenant je peux continuer à être avec vous. Et donc il a écrit ce poème pour son ami qui s'appelle « Cousu pour toi », et que j'ai repris en fait comme titre. Et voilà, c'est très beau, il le raconte, son poème est lu, il est filmé, et puis voilà, ces images sont là aussi incorporées. Et ce que j'ai essayé de faire avec Alexander, c'est de lui créer en fait un peu une histoire, quoi. Je ne sais pas très bien à quel point elle correspond à la réalité, je pense à peu près en rien, mais... C'est complètement fictif. Ouais. Parce que votre narrateur va à Zurich, il y a toute une épaisseur humaine dans cette démarche-là, donc qui est entièrement romancée. Romancé, tout est romancé toujours, tout le temps, je pense. Il y a des traces biographiques, il y a des choses que cet Alexander a choisi de laisser. Et la question s'était posée à un certain moment de l'écriture, de savoir si j'étais pas en train de récupérer cette figure. Et, récupérer dans quel sens? Récupérer, savoir si j'avais le droit en fait d'écrire sur lui. Et Bruno en l'occurrence m'a dit non, mais en fait dans la mesure où cette personne... J'ai de nouveau une émotion. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'il fait chaud. Non, mais du coup... Non, c'est parce que vous parlez de choses importantes. Ouais, mais oui, mais ça me dépasse un peu, quoi. Mais ce que je trouvais très bien la remarque de Bruno, de me dire qu'à l'époque, cet Alexander avait choisi d'apparaître dans les médias, donc il s'exposait à une récupération potentiellement romanesque de son histoire. Et c'est en fait fondamentalement vrai. Dès le moment où on s'affiche un peu médiatiquement, voilà, on n'est plus libre et on n'est plus maître de ce qu'on raconte. Et, bon, et puis si je peux me permettre, t'en fais pas non plus une marionnette pour servir tes intérêts. C'est traité avec respect, et il y a aussi de ça quand même. Je pense pas qu'on ait le droit de s'emparer de tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Et n'importe comment. Et n'importe comment. Alors, cette discussion vous concerne peu par rapport à Timidité des cimes. Non, effectivement. Mais elle vous intéresse. Je veux dire, est-ce que ça résonne en vous par rapport à d'autres choses ou à d'autres bien écrits? sûr, par exemple, ce que disait Bruno par rapport au fait de peut-être oser ou se sentir légitime de faire un écrit plus autobiographique, plus ouvertement autobiographique. Moi, c'est quelque chose... Et effectivement, la question, en fait,
me passionne pas non plus, mais j'ai dû m'y intéresser pour répondre des choses intelligentes aux gens qui me demandaient pourquoi mes 2 premiers livres étaient très autobiographiques. Et en fait, la réponse pour moi, elle est assez simple, et dans Tortue, je vois ça. C'est que, enfin, pour moi, peu importe en fait le matériau qu'on utilise pour faire des livres ou pour écrire. Ce qui est intéressant, c'est que ça soit signifiant, et puis que ça nous éclaire sur, enfin, finalement, la vie, ça a quel sens, quoi. Et du coup, pour moi, un texte, quand il interroge ça et quand il nous donne des pistes pour répondre à ces questions, il y a assez peu, finalement, de sens à se demander si c'est de la fiction, si c'est de l'autobiographie ou pas. Du coup, ouais, je me suis posé pas mal ces questions. Est-ce que vous avez des projets dont vous pouvez parler? Parce que vous écrivez beaucoup de choses, puis vous les laissez, puis vous les reprenez, donc ouais, tout à fait. C'est intriguant. J'ai un projet, je vais en parler parce que Florence, mon éditrice qui est dans la salle, l'aime beaucoup, qui s'appelle Urdgen, et c'est un long poème d'une 30aine de pages que j'avais écrit en fait à la suite de la lecture, et du coup je me suis posé la même question, et d'ailleurs je crois que je l'avais posé à Bruno aussi, à la lecture d'une immense biographie sur Salinger, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et c'est une biographie qui est super parce que c'est uniquement des témoignages qui ont été mis dans un ordre chronologique pour donner un aspect de sa vie. Et un patchwork, pour revenir. Pardon ? Un patchwork. Ouais, oui en fait, ouais. Et en fait, j'avais été vraiment surpris de savoir qu'il avait fait l'intégralité de la Seconde Guerre mondiale, et que personne, enfin, j'en avais jamais entendu parler, quoi. Salinger, pour nous tous, c'est un peu celui qui a écrit Attrape-cœur, et voilà, c'est un jeune homme qui pète les plombs et puis qui est un sale gamin. Et puis en fait, il a vraiment fait le débarquement, et il a été un des premiers soldats à entrer dans les camps de la mort. Et il a été traumatisé à vie par cette expérience. Et moi, j'ai été très, très, très touché quand j'ai lu ça. Et quelques mois après, un peu comme avec celui-là, j'ai commencé à écrire un texte qui a pris la forme d'un poème, alors que je n'écris pas beaucoup de poésie. Et du coup, c'est une sorte de longue... ouais, je sais pas comment... C'est vraiment un hybride un peu. Et puis je sais pas pourquoi ça marche, mais il y a des gens qui l'ont lu et qui trouvent ça chouette. Et du coup, c'est l'histoire de 2 soldats qui sont dans la bataille de Urdgen, qui était une bataille vraiment très meurtrière durant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a faite aussi, et qui était vraiment horrible, quoi. Et du coup, je crois que je t'en avais parlé, parce que c'était il y a déjà 4 ans presque, et je t'avais dit, mais en même temps, j'ai pas envie de mettre que c'est Salinger, parce que ça m'embête un peu, et en plus, il voit Hemingway alors qu'il est sur le champ de bataille, et ils discutent les deux pendant toute une nuit. Et en fait, j'ai jamais vu ça dans un livre d'histoire, quoi, sur la littérature américaine, alors que c'est les 2 plus grands, quoi. Enfin, pas, voilà, mais et du coup, je me disais, je lui pique clairement son histoire, parce que voilà, enfin, j'ai un peu mis des contes allemands dedans et tout, donc je pique un peu partout. Mais du coup, je me disais, c'est un peu malhonnête quand même de prendre ça et de pas mentionner Salinger. Alors après, je me disais, est-ce que je mets S ou des choses comme ça? Et moi, je déteste ça, je trouve ça nul un peu, donc. Voilà. Du coup, j'ai répondu à la question pour moi-même, et j'ai pas mis Salinger, mais je pense que je dirais pour Salinger au début du texte. Merci. Bruno, j'ai trouvé la clé dans la ville provisoire, dans Tortue, puisque dans Tortue, le narrateur autobiographique raconte comment il va faire l'inventaire de l'appartement d'une écrivaine décédée. Donc c'est exactement la situation dans la vie provisoire. Ça se passe à Venise, et là c'est à Genève, et c'est une expérience réelle. Pourquoi est-ce que ça a pris cette forme double? Je suis pas sûr d'avoir une réponse intelligible à cette question. Ce qui est sûr, c'est que en voulant écrire dans la ville provisoire, en voulant écrire un roman, j'avais tout à fait conscience de prendre 2 expériences autobiographiques successives, mais séparées, à savoir un séjour à Venise, où j'étais étudiant, donc littérature française évidemment, en Italie, et ensuite à mon retour en Suisse, effectivement un travail de plusieurs mois pour trier
chez elle, dans son appartement, les archives d'une écrivaine. Vous l'avez nommée tout à l'heure, Anne Cuneo. Et donc j'avais ces deux Elle n'est pas expériences. nommée dans le livre. Non, je ne l'ai pas nommée dans le Ouais. texte parce que justement ça a été une expérience vraiment pour le coup très intime. C'est-à-dire que elle était décédée quelques mois plus tôt et personne n'avait revécu dans cet appartement qui était donc voilà, plein de ses vêtements, de sa vaisselle, évidemment de tous ses livres, ses papiers. Et c'était vraiment, j'ai jamais, je pense, ni avant ni depuis, été aussi proche d'une forme d'intimité avec une absente. On ne se connaissait pas. Voilà, moi je voyais très bien qui elle était, je l'avais beaucoup lu, mais elle n'avait aucune idée que j'existais. Et voilà, et il y avait quelque chose de tellement intime à m'approcher de cette femme que dans un premier temps, dans le roman, j'en ai carrément fait une traductrice à Venise, donc j'ai vraiment transposé. Là, c'est vraiment un geste très très clair de ma part. Mon narrateur dans le roman n'est pas étudiant, il est à Venise pour trier les archives de cette femme qui n'est pas écrivaine mais traductrice. Donc voilà, bon, transposition, roman. Mais en fait, une fois que ce roman avait paru, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y avait encore quelque chose était encore là dont j'avais l'impression qu'il fallait que je le mette à l'abri. Et voilà, et donc j'ai essayé de restituer de manière, pour le coup, comme je disais, autobiographique, ce séjour chez... Enfin oui, c'est vraiment un séjour quoi, de travail, mais chez Anne Cuneo. Et par ailleurs, plus loin dans Tortue, je parle de mon séjour à Venise. Donc en fait, les deux expériences autobiographiques qui ont donné le roman sont redonnées dans leur... Enfin, comme disait Mathias, je suis tout à fait d'accord, c'est évidemment romancé, mais quand même, dans une version plus proche de la réalité. Oui. Donc, Tortue donne les clés des livres précédents. Et peut-être des suivants, qui sait. Le temps a tourné très vite. Est-ce que vous avez des interventions? Le micro arrive. Qui désire intervenir? La première question est toujours un peu difficile. Si vous voulez, je peux la poser. Non. Oui, je crois qu'elle va être pour moi. Ou j'ai mal vu? On voit très mal. Personne? Vous n'avez pas une bande de copains qui sont là? Hein? Il y a quelqu'un qui a levé la main? Non? On a des copains, mais... Mais ils n'ont pas de questions puisqu'ils vous connaissent très bien. Alors je vais poser la même question qu'à Maxence. Aucune obligation de répondre, mais les projets. C'est toujours intéressant de voir les choses en train de surgir et en maturation. En l'occurrence, pour moi, c'est la suite de ce que je viens de lire. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous à la page 85 de ce livre. Et après, voilà, je vais essayer de développer ça. Et je pense que là, je ne peux pas vraiment dire beaucoup plus. Et sinon, avec ce collectif Caractère Mobile, collectif d'auteurs qu'on a, on est en train d'écrire des récits du tram. On suit le chantier du tram à Lausanne et on est en train de collecter des récits autour... Le nouveau tram. Ouais, le nouveau tram, ouais. Et voilà. Donc on travaille autour du chantier, on fait des ateliers d'écriture autour du chantier. Comment ça marche, Caractère Mobile? Caractère Mobile, ça marche sur la rencontre. La rencontre avec le public. Donc là, ce qu'on a fait pour Au Village dont vous avez parlé avant, c'était une résidence dans un village de Montrichet en l'occurrence. Et on a écrit pour les gens sur commande, à partir de demandes. J'aimerais un texte pour célébrer l'anniversaire de mon grand-père, j'aimerais dire à mon fils que je l'aime, des choses comme ça. Et du coup, écrivain public. Ouais, c'est ça. Écrivain public, mais alors voilà, c'est pas des lettres administratives, quoique ça nous est arrivé les gens, on a dû se prendre un peu au jeu et puis aussi faire un coup de main. Aider pour un site internet, des choses comme ça, c'est aussi arrivé. Mais sinon, c'est plutôt des choses qu'on a envie d'adresser à quelqu'un d'autre. Et on se retrouve un peu à l'intersection entre deux désirs. Et le tram, c'est pour qui? Et le tram, c'est pour les Lausannois, les Lausannoises, les riverains qui subissent les travaux. Enfin, voilà, ça fait partie d'un accompagnement du tram qui s'appelle le chantier culturel. Et voilà, c'est un mandat? C'est un mandat, ouais. Et on a fait ça dans les piscines cet été, les piscines de Lausanne, les piscines municipales gratuites. On a écrit des textes sur ces piscines, avec les gens des piscines. Et c'est publié comment? Alors, pour les piscines, c'était dans 24 heures. Et puis pour le tram, on aimerait que ça devienne un livre. Donc c'est du papier? C'est du papier, c'est pas du numérique?
Vous n'avez pas de site? Si, on a un site. Oui, on a un site. Ouais. Mais on aime le papier encore. Mais heureusement, mais vous publiez pas vos textes sur votre site? Il y a quelques textes publiés, mais effectivement, c'est pas systématique. Non, l'objet c'est d'abord le livre. Et, Toujours pas de questions? Bruno, les projets. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, mais il y a un projet dont je peux parler parce qu'il est plus ou moins terminé. C'est un livre très court que j'ai écrit pour la maison d'édition Art et Fiction, qui ont lancé une nouvelle collection l'an dernier qui s'appelle Portrait, où des auteurs et autrices font le portrait d'un ou une artiste essentiellement visuelle, contemporaine. Et quand j'ai reçu cette proposition de participer à cette collection, j'étais en résidence justement à l'Institut Suisse de Rome, qui est une résidence qui réunit justement des artistes, parfois un écrivain, Mathias était là l'année avant moi, et des chercheurs, chercheuses académiques. Donc voilà, on met tout ce monde dans une magnifique villa à Rome et on les laisse vivre ensemble pendant 1 an. Et il y a une artiste notamment, avec qui je me suis extrêmement bien entendu, qui s'appelle Lou Masduro, qui a en ce moment une expo au MAMCO à Genève. Et en fait, tout au long de l'année, je la regardais travailler, j'étais vraiment extrêmement fasciné par son rapport, donc c'est une sculptrice avant tout, et par son rapport à la matière, mais son rapport aussi, un peu, c'est un grand mot, mais quand même à la création, comment ça vient, comment quand on arrive dans une ville étrangère, en fait on devient poreux et on capte des choses, et elle captait je le fais évidemment aussi, et elle captait des choses différentes de moi, et j'étais vraiment fasciné par sa curiosité, par son regard, par son humour, enfin voilà, j'ai eu une espèce de je sais pas comment appeler ça, de croche sur Lou, et je lui ai dit, mais c'est sûr, enfin je prenais des notes, et je lui ai dit, c'est sûr, un jour j'écrirai un livre sur toi, enfin je pense. Et voilà, à la fin de l'année, Art et Fiction me demande d'écrire un livre sur une artiste contemporaine, donc de votre choix. De mon choix, et voilà, donc ce sera un livre sur Lou Masduro, à paraître, si tout va bien, si Art et Fiction ne rejette pas le manuscrit, l'an prochain, voilà. Donc ça, c'est le prochain qui va paraître, c'est Autoportrait avec artiste de Noël Reva sur Valentin Caron, mais elle parle d'elle. Oui, parce qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de parler de vous. Non, mais là, c'est pas le concept de la collection. Le concept de la collection, c'est le portrait littéraire au sens le plus large et ouvert possible. Et par exemple, l'un des premiers textes parus, c'était Mathieu Mechevant, qui a fait une sorte de... Comme il avait fait pour ses 3 livres chez Flammarion sur Mozart, sur ses autres, Roger, ses idoles. Gilbert, voilà, c'est ça. Donc il avait déjà un peintre, un poète, un musicien, Sofera. Et voilà. Et là, il fait le portrait d'un artiste, mais vivant cette fois-ci. Il y a je crois, assez peu de lui. Noël Reva, à l'inverse, effectivement, elle a pris une autre perspective en disant ok, en fait, d'où je parle, et voilà, je me mets en scène moi aussi. Et moi pareil, en fait, je raconte en quelque sorte cette résidence à Rome, et là aussi je dis quand même d'où je parle, mais il y a peu de moi. Vous allez intervenir, mais de manière plus discrète, plus oblique. C'est moi qui regarde Lou, plus oblique. Voilà. Alors s'il n'y a toujours pas de questions, si, il y en a, voilà, tout d'un coup, au moment où on doit arrêter. Vous parlez de laisser des traces. Est-ce que le lieu dans lequel vous écrivez, tous, a une importance a une importance sur ce que vous écrivez? Est-ce que vous avez des lieux de prédilection où écrire? Enfin, d'où vous partez pour écrire votre trace? Est-ce que ça a laisser votre trace, que ça a une importance? Je vais peut-être répondre le premier parce que ça va être assez rapide, parce que moi, non, ça n'a aucune influence. Je peux être chez moi dans le silence, c'est très bien, ou dans un café avec plein de bruit. Ça dépend vraiment des circonstances et puis de là où j'en suis dans ma vie, je crois. Mes textes, ils accompagnent tout le temps vraiment où je me situe dans ma vie, comment je me sens, etc. Du coup, il n'y a pas de recette. Des fois, ça pourrait être hyper angoissant d'être juste chez moi tout seul. Et d'autres fois, c'est juste ce qu'il me faut, quoi. Moi, pareil, c'est pas tellement géographique, c'est plutôt temporel. C'est-à-dire que il faut que je puisse écrire le matin, ça c'est une sorte de la petite cuisine. Mais surtout, j'écris toujours après, une fois que j'ai quitté les lieux, une fois que je suis sorti d'une situation. Je suis vraiment pas. Alors sur le moment, je prends des notes, mais je suis pas capable de faire un texte partageable au moment où je vis les choses. J'ai vraiment un gros temps de retard.
Mathias? Moi, c'est un peu pareil, en fait. Ça dépend où se trouve ma tête, en fait, surtout, enfin, dans quel état elle est. Puis bon, ça change tout le temps. Elle change beaucoup d'état? Être humain. Elle change, oui, bah ouais, mais on traverse tous ces trucs, quoi. Ouais. Le micro arrive au trop. Bonjour, c'était très intéressant. Alors moi, la trace, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon métier. Du coup, ça m'intéresse bien d'avoir des idées philosophiques de cette trace. Et du coup, comme je la connais très bien, je sais qu'elle est imparfaite déjà. Elle ne restitue pas totalement la vérité de ce qui s'est passé. Et elle est aussi, on va dire, elle est partielle. Et du coup, je me demandais, peut-être dans plusieurs années, est-ce que vous pourriez reprendre votre travail et puis peut-être essayer de l'écrire d'une autre manière, justement, avec le regard que vous avez maintenant dessus. Et voilà. Bon, je peux commencer en disant que non, c'est vraiment impensable. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, un livre, c'est vraiment une sorte de peut-être bilan, ou en tout cas c'est une réalité pour moi à un moment donné. À partir du moment où le manuscrit est remis à mon éditrice et que ça devient un livre, j'ai plus envie d'y toucher. Ça c'est sûr, en termes de texte, je vais plus toucher aux phrases. Par contre, clairement, la matière, l'obsession, souvent elle reste, et j'ai juste fait une petite allusion tout à l'heure, mais par exemple dans Tortue, le dernier texte de Tortue est en fait une sorte d'épilogue de ce roman dont je parlais tout à l'heure, Là-bas où t'es un mois d'automne, qui est apparu il y a 5 ans. Et puis, il me restait, encore là aussi, il me restait quelque chose à dire. Et donc, je suis revenu sur ces lieux, en quelque sorte, sur cette maison avec ces personnages, et j'ai écrit autre chose. Mais voilà, j'ai pas réécrit le roman d'il y a 5 ans. Ça, pour moi, en tout cas, c'est pas envisageable. Idem. Bah, à peu près idem. Vous êtes historienne? Quel est votre métier? Non, en fait, je fais partie de la police scientifique, donc les scènes de crime sont constituées de traces pour nous. Mais maintenant, je ne suis plus dans la police scientifique, j'ai arrêté, mes études ont été focalisées extrêmement de manière scientifique, du coup, sur la trace, le fait que ça soit un vestige que on ne laisse pas intentionnellement, notamment. Et moi, je suis particulièrement intéressée par l'interprétation en fait, qu'on fait de cette trace, autant dans la société, finalement, on choisit la partie de l'histoire qu'on conserve, que finalement, nous, dans les scènes de crime, qu'est-ce qu'on choisit de prélever. Et du coup, pour faire le pont avec ça, si vous choisissiez ce thème, intéressant de le voir dans le futur, comment vous le remanierez en fait. Je suis content de nous avoir posé la question parce que, je sais pas, mon prochain livre sera sur un crime. Et bon, ce que je voulais peut-être aussi dire, c'est que tout d'un coup, la matière se rappelle à nous. En l'occurrence, j'ai écrit ce livre autour du VIH/SIDA, et il y a des personnes que j'ai rencontrées, il y a des personnes que je n'ai pas rencontrées, qui m'écrivent pour me dire tiens, vous auriez pu écrire sur ça, etc. etc. En fait, j'ai vraiment l'impression que la matière, même si le livre, voilà, il est écrit et puis on essaie de passer à autre chose, la matière, elle est vivante. Et la trace, elle n'appelle qu'à être retracée, rechangée en permanence. Et voilà, moi, je sais pas si tu veux. Ouais, je pense que si on prend, effectivement, tu as dit la trace, elle est imparfaite. Je pense que ça, c'est, si on la prend au niveau de représentation d'un objet, effectivement, mais ça c'est comme quand on fait une photo, on regarde la photo, on regarde pas, on regarde une trace, mais on regarde pas le moment. Et je pense qu'avec l'écriture, là comme tu dis, en fait ça se réactualise tout le temps. Donc pour moi, elle peut que être parfaite parce qu'elle est en permanence actualisée, même dans la lecture, j'imagine. À chaque fois qu'on repose les yeux sur un texte, c'est comme si on réécrivait le mot presque. Et d'ailleurs, si je peux juste ajouter une chose, parce que je trouve ça très intéressant, l'idée de la scène de crime, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, en citant ces 2 articles qui disaient des choses différentes, en fait, moi, je ne sais pas non plus ce que je laisse dans un livre, je ne sais pas, il y a tout un tas de choses qui m'échappent. En vrai, je suis extrêmement attentif à mes phrases et à ce que j'y mets, je n'écris pas n'importe comment et je relis beaucoup, mais bien heureusement, il y a toute une partie qui m'échappe et je crois qu'on laisse là aussi des indices et des traces qui peuvent être interprétés par d'autres. Une dernière question? Oui, madame. Après, je crois que nous devons quitter les lieux. Alors, moi, je me posais une question sur le rapport entre la vérité
et la fiction une fois que c'est passé par le prisme de l'écriture. C'est-à-dire que finalement, vous laissez une version qui est peut-être la plus puissante parce qu'elle est imprimée, et puis en même temps, il y a une partie qui est fictionnalisée. Enfin voilà, comment vous gérez cette tension entre la vérité et la fiction que vous produisez? Est-ce que la vérité existe? J'ai l'impression de beaucoup parler, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie, enfin c'est quelque chose de, pour moi, c'est un vrai enjeu parce que effectivement, le texte physique imprimé et le livre édité ont une force, voilà, aussi, non seulement symbolique, mais aussi très concrète. Et par exemple, Tortue, c'est un texte que j'ai fait relire à certaines personnes qui y figurent, notamment ma famille, même si, voilà, ils ont des rôles secondaires et que je lave pas mon linge sale en public, mais il y a vraiment, j'ai conscience de ça, effectivement, et je sais très bien que ce qui est écrit reste d'une autre manière, et qu'en fait, même mes souvenirs les plus personnels où j'étais tout seul et que j'essaie de mettre en forme, en fait, je le dis d'ailleurs dans le livre à un moment donné, mais je les fige, et donc en quelque sorte, je les abîme, et ça, j'en ai conscience. Et j'ai vraiment conscience de... D'ailleurs, c'est pour un projet futur, mais cette question-là, elle est brûlante et elle est extrêmement forte chez moi, en particulier quand je parle de ma famille, parce que voilà, il se trouve que je viens d'une famille où personne n'écrit et personne n'a ça, en fait, cette voix voilà, qu'on interroge et qui peut s'exprimer en public. Et c'est vraiment, j'ai extrêmement conscience de ce que ça signifie et de ce que ça implique. Donc je traite ça avec beaucoup de précautions. Voilà. Maxence, ça vous concerne plus dans vos premiers livres, vos deux premiers titres? Ouais, j'étais en train d'y réfléchir. Mais du coup, ouais, je dirais que c'est entre le réel et puis le roman, enfin, ou Moi, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est en fait le travail littéraire, quoi. C'est que, au bout d'un moment, il y a des choses que j'ai l'impression sont plus réelles pour moi parce que j'ai mis des mots dessus. C'est aussi une manière de transfigurer des choses pour. C'est comme si on en faisait des petites icônes, enfin en tout cas pour moi, que je peux garder dans un coin, enfin dans un livre en l'occurrence, et je sais que je peux aller les saluer, quoi. C'est une manière de les sacraliser un peu, je pense. Ouais, alors moi pas trop. non, vraiment sur ce point spécifique, pour moi, enfin je pense que ça rejoint quand même si je vais peut-être dire le contraire, mais pour moi la vérité elle est que multiple, que composée. Je sais que vous n'avez pas dit autre chose que ça, mais pour moi il n'y a pas de sacralisation. Enfin, je sais pas si c'était le terme, peut-être. Bon, c'était pas la question de la sacralisation. C'est pas la question de la sacralisation, mais en fait, le fait de figer une forme de regard sur la réalité, ça la sacralise d'une certaine manière, et je pense effectivement qu'il faut en prendre, faire un peu attention, quoi, à ces choses-là, parce qu'on revient sur les livres, parce qu'il y a plein de lectrices et plein de lecteurs qui y mettent d'autres choses, quoi. Et donc, ouais, je pense que la vérité, elle est co-construite, et elle est un peu ailleurs. Ouais. Ailleurs. Je sais pas. Dans les cimes. On va rester dans l'ailleurs. Merci beaucoup. Oui, encore une. Bon, mais après on arrête, hein, parce que je crois qu'on doit partir. Le micro pour monsieur, s'il vous plaît, au premier rang. Oui, dans la trace, il y a un aspect art plastique très important, donc Bruno a déjà parlé. Je voulais vous demander si par rapport aux couvertures de vos livres, là qu'on voit, qui sont très belles, qui justement sont la trace aussi de vos livres, comment, si vous les avez choisis, de quelle manière elles ont été choisies? Dans mon cas, ça m'a été proposé. Et évidemment, ça reprend, tout en détournant un peu le motif du patchwork. Et je trouvais ça magnifique que quelqu'un s'empare de cet aspect-là et en fasse effectivement autre chose, une œuvre picturale en l'occurrence à laquelle je suis maintenant très attaché. Maxence ? Pareil, ça m'a été proposé par mon éditeur, et puis c'est une illustratrice qui s'appelle Anaëlle Clos, et ce qui était chouette, c'est qu'on a pu, sous l'initiative de Florence, on a pu se rencontrer et partager une petite heure de discussion. Et puis, du coup, elle a décidé de justement illustrer ce phénomène de la timidité des cimes. Et je suis très content avec
Et moi, c'est pour le coup moi qui ai fait la proposition. C'est une photo de l'artiste Ezra Sibyl Benisti, qui avait déjà par ailleurs fait la couverture de mon livre précédent, Dans la ville provisoire. Et voilà, c'est une photo dont on a parlé longuement, et je suis très content qu'elle soit là. Merci beaucoup de ce partage. Vous avez été généreux de vos impressions, de vos projets, de votre manière de vivre et de travailler. Et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter, j'espère que le public aussi. Et vous pouvez, toutes les questions que vous avez, qui sont rentrées, vous pouvez les poser sous l'attente des dédicaces, où vous vous rendez maintenant et où les dédicaces auront lieu. Et je vous souhaite une bonne fin de Livre sur les quais. Merci. Et de dimanche. Merci à tous. Merci. C'était Garder une trace avec Mathias Hovald, Maxence Marchand et Bruno Pellegrino, enregistré le dimanche 2 septembre 2023 au Casino de Morges par la Bibliothèque sonore romande pour la 14e édition du Livre sur les quais.